quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. La province de l'Anhui, dans l'est de la Chine, se situe à la frontière délimitant le nord et le sud du pays. Le fleuve Yangtze et la rivière Huaihe la divisent en 3 parties. La partie sud, où se dresse le mont Huangshan, la partie centrale, où se trouve le chef-lieu de la province, Hefei, et la partie nord, qui produit chaque année 5 milliards de kilos de céréales pour la Chine. Débutons notre voyage dans l'Anhui par le mont Huangshan. Allons découvrir le secret qui rend extraordinaire ces pins, puis prenons le funiculaire qui nous mènera jusqu'à la cime, avant de nous plonger dans la mer des nuages en suivant les indications de la station météo, pour enfin embrasser la magnifique vue du mont Huangshan. À 800 mètres d'altitude, la vie est rude. Les pins sont pourtant profondément enracinés dans les crevasses des roches et tiennent bon au sommet de la montagne. En Chine, ces pins sont connus non seulement pour leur forte vitalité, mais aussi pour la montagne qui se trouve à leurs pieds, appelée le mont Huangshan. Les graines de pin, à la merci du vent, s'installent dans tous les recoins du mont Huangshan. Dans les crevasses du granit, l'eau et le substrat sont rares. Les pins du mont Huangshan, qui semblent croître partout, ont néanmoins leur propre loi de survie. Le matin, des vapeurs d'eau montent du fond de la vallée et atteignent peu après les flancs de la montagne. Plus haut, toute la montagne est enveloppée, mais les vapeurs n'arrêtent pas leur marche en avant. Leur destination finale est le ciel, où ils se refroidissent pour former une mer de nuages. Avec l'aide du soleil, les nuages et brumes humidifient la montagne, même en automne et en hiver. 98% de la surface abrupte est couverte de plantes qui, nourries par la montagne, constituent également une source de vapeur. Mais l'eau seule ne suffit pas. Pour survivre, les racines des pins du mont Huangshan sécrètent constamment des acides organiques dissolvant de la substance des roches dures pour former une fine couche de sol. Le soleil brille, les pins sont devenus une forêt. Une neige abondante est tombée de manière inattendue.
L'hiver, au mont Huangshan, la température moyenne est de 0 degrés Celsius. Mais cela ne fait pas peur aux pins, très résistants au froid. Le poids excédent créé par la neige est une épreuve pour les pins, dont les racines disposent de peu de sol. Ils ont inévitablement la tête lourde et les pieds légers. Pour survivre, ces pins ne peuvent que s'enraciner dans des crevasses plus profondes et en même temps allonger le plus possible le côté ensoleillé de leur corps pour embrasser le soleil, façonnant ainsi dans les montagnes des bonsaïs géants. Nous ne sommes pas les seuls à admirer d'en haut le mont Huangshan. Grâce à ces cabines qui font la navette aérienne, nous n'avons plus à souffrir des difficultés et du froid comme les anciens, lorsqu'ils faisaient de l'escalade pendant la saison des neiges. Sur le mont Huangshan, celui qui entre dans les brumes est le téléphérique, et celui qui en sort est peut-être un autre génie de l'escalade. Des falaises abruptes à plus de 45 degrés s'étalent sous le funiculaire qui progresse doucement. Pour admirer la beauté des vallées du mont Huangshan, les gens venant de l'extérieur qui prônent l'efficacité doivent se soumettre à cette lenteur qui nourrit l'âme entre ces milliers de pics. Grimper ce sommet périlleux, descendre une vallée profonde, tout se fait au-dessus des nuages. Dans le froid matinal et crépusculaire, une mer immense de nuages s'étend sous nos pieds. Chaque jour, sous le vent de la montagne, des gens attendent des merveilles qui arrivent très rapidement. Cette perle dans les nuages et brumes est la plus haute station météorologique de l'Est de la Chine. Elle enregistre, depuis le 1er janvier 1956, des données d'observation météorologique stables et fiables afin d'étudier l'évolution climatique sur le long terme en Chine. En 2006, elle a pris une nouvelle fonction de guide climatique. Elle annonce aux visiteurs du mont Huangshan le moment où ils verront des nuages mouvants. Celui où apparaîtront les nuages empourprés. Et les périodes de lumière miraculeuse. Si vous voulez, vous pouvez lui demander à quelle minute le soleil du jour se lèvera sur cette montagne au loin. Depuis des siècles et des siècles, chaque fois que les Chinois voient une telle scène, la plupart d'entre eux se souviennent du dicton « À votre retour du mont Huangshan, vous ne voudrez plus visiter d'autres montagnes ». Partons maintenant pour le sud de l'Anhui. Découvrons une méthode ancienne pour conserver les 4 saisons. Visitons un style classique d'habitation du sud de la Chine, puis étalons du papier de paille de riz ou papier xuanzhe en chinois, qui est prestigieux entre les montagnes et les eaux. Pour finir, repensons à notre région natale en remontant le fleuve qui coule. Derrière cette roche géante se déroule un sport de courageux.
La forêt de pics de granit qu'ils affrontent est composée de tranchants droits formés par l'érosion pluviale de millions et de millions d'années. Une morphologie géographique aussi ultime est en fait assez rare. Mais le sud de l'Anhui est effectivement montagneux. Les géographes appellent habituellement cette région les collines du sud de l'Anhui. Alors, quel genre de vie les habitants montagnards mènent-ils ? Ce village entrevu à travers les nuages est le village de Mulihong. Moins de 100 ménages vivent sur cette crête depuis plus de 4 siècles, répondant, sans le chercher délibérément, à l'imagination du public quand il pense à un pays féerique. Les charpentiers ne manquent pas dans les villages reculés. De génération en génération, en raison de la rareté de la terre, les charpentiers ont construit des pilotis soutenant les maisons sur la falaise afin d'élargir le village. Dans cette forêt de bambou au sud de l'Anhui se trouve aussi un petit village. Cette forêt de bambou est connue du grand public grâce au film Tigre et Dragon. Mais peu de gens savent que la culture de bambou dans la montagne résulte d'un choix judicieux de la population locale. Invisibles car sous la terre, les racines du bambou s'étendent dans toutes les directions, faisant constamment naître de nouvelles pousses qui donnent ensuite naissance à de nouveaux bambous. Parfois, un bambou seul peut engendrer une forêt. Un petit village peut contrôler une montagne. Nous voici dans la plaine au sein des montagnes. Au-delà du village, les collines et la plaine sont couvertes d'érables rouges et de ginkgo qui se préparent secrètement pour changer l'habit qu'ils ont porté tout l'été. Ainsi, sans qu'on s'en aperçoive, les espaces entre les champs cultivés sont colorés durant cette saison habituellement morose. Il semble que ces arbres célèbrent aussi la récolte abondante du village. En octobre, après une saison de pluie, devant et derrière la maison, sur les rebords de fenêtres et les toits d'immeubles, la population de Chang'an profite du soleil précieux. Les paniers remplis de diverses nourritures sont immédiatement déplacés dehors. C'est un souvenir commun à toute la population du sud de l'Anhui, le Shaiqiu, c'est-à-dire le séchage de la récolte automnale. En fait, le Shaiqiu n'est pas une coutume réservée à l'automne. En chinois ancien, qiu signifie les produits récoltés. Au printemps, on sèche des pousses de bambou, en été des aubergines, en automne des piments et en hiver de la viande fumée. Le séchage se fait à toutes les saisons. L'exposition au soleil évapore l'eau, privant les microbes de leurs conditions d'existence. D'année en année, les légumes et céréales sont ainsi solennellement conservés au nom de l'automne. Dans le sud de l'Anhui, tout comme les montagnes, les rivières sont nombreuses.
Ces oiseaux qui nagent dans l'eau sont des cormorans. Voilà pourquoi ces petits bateaux jumeaux sont appelés barques de cormorans. Le pêcheur est confiant car ces cormorans sont très dociles. C'est une coutume pour les habitants du sud de l'Anhui de pêcher à l'aide de cormorans. Mais ce cormoran-là a du caractère. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la récolte. Peu importe s'il n'y a pas de prise, car les familles riveraines mènent déjà une vie aisée sur terre. Aujourd'hui, pêcher n'est plus qu'un simple passe-temps. Le niveau d'eau et le débit du fleuve Tingyi, sous nos pieds, sont principalement commandés par les précipitations. Des inondations et sécheresses y ont souvent lieu. En 1982, le fleuve Tingyi a été coupé par un barrage et le courant capricieux s'est transformé en lac paisible. Dans les villages du sud de l'Anhui, l'homme maintient une relation intime avec l'eau. Une étroite chaussée dallée sur l'eau nous conduit au village. Les promenades se font le long de la petite rivière qui entoure le village. Une rigole se trouve dans presque toutes les ruelles. L'étang de la Lune, le plus grand étang du village, se trouve à son centre. Le village est en soi un réseau fluvial reliant l'intérieur et l'extérieur du village, ainsi que tous les ménages. Les habitants construisent des temples pour les ancêtres du clan, établissent les règles de la famille et poursuivent la généalogie. Le code familial se transmet dans le vieux village de génération en génération. À l'endroit où les maisons se rassemblent, la prévention des incendies est toujours la première préoccupation. La population de Huizhou, qui croit à la symbiose des poissons et de l'eau, fait nager des poissons partout dans le village pendant la fête des lanternes pour symboliser la protection de leur maison par l'eau. Les lanternes de poissons nagent dans le village de Wangmantian depuis plus de 600 ans. Grands ou petits, mâles ou femelles, vieux ou jeunes, ces poissons nageants apportent des vœux anciens à tous les ménages. Au-delà du village, les collines, champs et forêts s'accordent tacitement pour assortir leurs couleurs. Ces gens-là sont déterminés à empiler un blanc vif sur cette palette aux notes matures. Car ils sont persuadés qu'ils pourront faire de ce blanc le meilleur papier au monde. L'écorce de Pteroceltis versée des paniers est la matière première la plus importante du papier de paille de riz. Après un traitement préliminaire, elle sera exposée au soleil et aux pluies pendant 1 an sur cette colline. Il faut 108 procédés pour fabriquer une feuille de papier de paille de riz qualifiée de Jingxian. Plus tard, ces feuilles de papier seront étalées sur les bureaux de personnes qui peigneront le paysage de leurs rêves. Au cours du dernier millénaire,
Par de nombreux matins brumeux, d'innombrables habitants du sud de l'Anhui ont embarqué sur ce grand fleuve, portant dans leurs bagages des pinceaux de Xuanchang, de l'encre de Huizhou, du papier Xuan de Jingxian et des encriers de Shessian. Comme leur région natale était montagneuse et manquait de terres arables, ils ont pris cette voie d'eau appelée le fleuve Xin'an pour aller chercher des opportunités dans le Jiangsu et le Zhejiang. De nombreuses années plus tard, certains d'entre eux étaient connus sous le nom de marchands de Huizhou pour leur succès dans les affaires. À la fois endurants et avisés, doux mais tenaces, ils ont créé une légende commerciale dans le delta du fleuve Yangtze, où ils étaient actifs dans tous les marchés sous les dynasties Ming et Qing. Quant à ce grand fleuve, il traverse les villages montagneux du sud de l'Anhui, les montagnes embrumées, les champs de colza embrassant les villages et les vieux barrages et chaussées. Portant successivement plusieurs noms différents après sa sortie de l'Anhui, il se jette finalement dans la mer de l'Est sous le nom de fleuve Tiantang. Durant cette étape, découvrons des produits bien différents au sud et au nord de la rivière Huaihe. Partons ensuite chercher les cadeaux mielleux laissés par l'ancien lit du fleuve jaune et assistons à la renaissance des herbes médicinales au sein de la mer de fleurs. Observons enfin au sud du Yangtze 5 milliards de kilos de céréales être récoltés et des étendues d'eau être transformées en champs cultivés. La poire de Dangshan était déjà célèbre sous les dynasties Ming et Qing. C'est grâce au hasard qu'elle est passée de spécialité locale à miracle étendu sur des milliers d'hectares. Il y a plus de 800 ans, le fleuve jaune rompit ses digues, dévia son cours et arriva brusquement ici pour ne repartir que 7 siècles plus tard, laissant derrière lui un lit abandonné rempli de sable. Le sol sablonneux, meuble et épais est idéal pour la croissance des racines de poire. Le lit abandonné du fleuve jaune, autrefois sans végétation, est devenu progressivement une avenue de fleurs de poire. L'Anhui n'est pas une province littorale, mais on peut y trouver plus d'une mer de fleurs. Durant la saison des fleurs à Bozhou, les pivoines présentent une beauté resplendissante, différente de l'élégance discrète des fleurs de poire. Pour le peuple à l'esprit pragmatique de la plaine centrale, la valeur des fleurs réside moins dans leur beauté que dans leur propriété. La pivoine est une herbe médicinale traditionnelle en Chine. Si les fleurs sont trop denses et entrent en concurrence avec les rhizomes pour les nutriments, les agriculteurs n'ont aucune compassion pour elles et n'hésitent point à les arracher. Heureusement, grâce à de nouveaux besoins, les fleurs de pivoine échappent au destin d'être réduites en boue. Leurs pétales sont collectés pour produire de l'huile d'essence ou de la crème parfumée en vogue sur le marché. Quatre grandes machines peuvent récolter plus de 13 hectares de blé par jour. Proportionnellement, à Fuyang, 5000 moissonneuses vont récolter une centaine de milliers d'hectares en une semaine. Les véhicules y arrivent l'un après l'autre pour transporter d'année en année les 5 milliards de kilos de céréales vers notre table à manger. Le
Le vent d'automne se levant, volons maintenant vers une autre scène de moisson au sud du fleuve Yangtze. Les rizières carrées devant nous ont été arrachées à un lac. Afin de nourrir une population toujours plus nombreuse dans une région parsemée de rivières et de lacs, des générations d'ancêtres du Sud ont travaillé dur pour créer des champs sur l'eau. Dans le Sud, les digues protectrices des champs sont appelées wei. Mises bout à bout, elles clôturent un terrain et empêchent l'eau de pénétrer. Un champ est ainsi formé. Au cours des 1700 dernières années, plus de 20 000 hectares de champs ont été créés de cette manière. Aujourd'hui, on ne fait plus pression sur les lacs. Par contre, on injecte de nouveau de l'eau au sein des digues et on libère de l'espace pour les rivières et lacs qui offrent en retour à l'homme davantage de cadeaux. On dit souvent que le peuple du Nord cultive du blé sur des terres arides, tandis que le peuple du Sud cultive du riz sur des terres irriguées. Situé à la frontière du Nord et du Sud, l'Anhui ne se donne pas de limite. Le riz ou le blé, le peuple de l'Anhui veut les deux. Le Nord et le Sud, séparés par la rivière Huaihe, ont été reliés par ce pont ferroviaire il y a plus de 100 ans. C'est sur ce pont que les Chinois ont traversé pour la première fois une rivière en train. Il fallait à l'époque plus d'1 minute pour passer ce pont à une vitesse de 30 km/h. Aujourd'hui, sur le viaduc, les trains à grande vitesse traversent la rivière Huaihe à plus de 300 km/h. Une vitesse que le vieux pont ferroviaire ne peut supporter. La traversée ne prenant que 6 secondes, le nord et le sud ne sont plus si éloignés l'un de l'autre. Notre voyage sur la rivière Huaihe débute par un projet colossal. Allons voir comment un barrage apprivoise une rivière rebelle. Puis découvrons, sur la plus grande zone humide au bord de la rivière Huaihe, une terre revivifiée, pleine d'énergie. La rivière Huaihe, la limite claire entre le nord et le sud de la Chine, a pendant longtemps perdu son estuaire au profit du fleuve jaune. Réduite autrefois à un rôle d'affluent du fleuve Yangtze, elle n'a pas pu avoir son propre itinéraire entre les deux grands fleuves. Sur la plaine du nord de l'Anhui, la rivière Huaihe, libérée des montagnes, s'écoule à sa guise dans toutes les directions. Ce réseau d'eau dense aurait pu arroser une région fertile, or la nature capricieuse de la rivière Huaihe a souvent laissé les gens désemparés. Une seule averse pouvait transformer leur foyer laborieusement construit en un pays d'eau. Les habitants, dépendants de la rivière Huaihe, ont tellement souffert de l'eau qu'ils ont développé un tempérament qui leur permet de ne jamais baisser les bras face aux crues. Il faut plus d'1 heure pour traverser la rivière Huaihe en voiture via cette route. Il ne s'agit pas d'un pont reliant deux rives, mais d'une digue secondaire du projet hydraulique de Linhuaigang. La digue principale et la digue secondaire, telle une reine longue de près de 80 km, retiennent la rivière rebelle.
Dans les années 1950, la population était déterminée à affronter la rivière Huaihe et éliminer définitivement les risques d'inondation. Le barrage a coupé le cours d'eau descendant des montagnes et l'a dirigé vers un lit nouvellement creusé. Pour la première fois, les riverains ont vu que cette rivière qui les avait assaillis pendant près de 1000 ans pouvait aussi couler paisiblement. Une vingtaine d'années plus tard, un tonnerre printanier s'est fait entendre sur les deux rives de la rivière Huaihe. En 1978, 18 paysans ont établi un engagement de vie et de mort et apposé leurs empreintes rouges sur un contrat d'exploitation forfaitaire des terres, donnant ainsi le coup d'envoi de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Les villageois de Xiaogang, forts de leur esprit d'initiative, ont ouvert de nouveaux horizons au bord de la rivière Huaihe. Le lac Diaogang est l'une des plus grandes zones humides du bassin de la rivière Huaihe. Il y a une dizaine d'années, c'était une zone permettant d'évacuer les crues. La population était obligée de vivre sur un bateau tout au long de l'année. Aujourd'hui, les inondations se sont éloignées définitivement. Les habitants sont enfin descendus des bateaux et ont déménagé dans des maisons qui ne vacillent pas. Quand ils reviennent au milieu de l'eau, ils cueillent des graines de lotus en compagnie des feuilles et des fleurs. Chaque jour, dans l'arrondissement de Panji, à Huainan, un groupe de personnes se déplace lentement en bateau sur des voies navigables. Ces équipements bien alignés sont des panneaux photovoltaïques. Eux aussi, comme ceux qui les surveillent, flottent sur l'eau. La surface de l'eau constitue une surface plane idéale pour la mise en place de la centrale photovoltaïque. L'eau permet aussi d'évacuer rapidement la chaleur et de refroidir les modules. C'était à l'origine une zone d'affaissement laissée par l'extraction du charbon et ces eaux étaient autrefois stagnantes. Cette installation produit annuellement 180 millions de kWh d'électricité renouvelable. Sous l'eau, les poissons et crevettes abondent grâce aux soins des pisciculteurs. Désormais, traversons une petite colline pour voir la course des bateaux sur le grand fleuve Yangtze. Montons sur la plus vieille pagode locale et rendons visite à deux vieux amis dans le Yangtze. Le Yangtze, le plus long fleuve de la Chine, irrigue 20% du territoire du pays. Il coule de l'ouest vers l'est sur plus de 5000 km avant de rencontrer cette toute petite colline dans son cours inférieur. Elle était autrefois reliée au rocher d'en face. Mais après des millions d'années de mouvement de l'écorce terrestre et d'érosion fluviale, la terre et les pierres qui se trouvaient entre eux ont disparu. Seul le rocher Xiaogushan reste sur le fleuve afin d'aiguiller les bateaux. Cette pagode bouddhiste, située 80 km plus en aval, était autrefois l'architecture la plus visible au bord du fleuve Yangtze.
La plupart des pagodes bouddhistes construites le long du fleuve dans les temps anciens servaient également de phare. Il y a plus de 4 siècles, la pagode Junfang, dressée au bord du fleuve, aiguillait les bateaux arrivant au port avec un feu constamment allumé à son sommet. Il y a plus de 200 ans, des artistes d'opéra d'Anqing dirent adieu à la pagode Junfang pour aller gagner leur vie ailleurs. Personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent résonner dans la capitale la mélodie de leur ville natale. Grâce aux troupes d'opéra de l'Anhui à Beijing, un nouveau genre d'opéra vit le jour, l'opéra de Beijing. Le transport fluvial florissant fait du fleuve Yangtze le plus important corridor fluvial en Chine. Il forme une ceinture économique capitale reliant 11 provinces et municipalités du littoral à l'arrière-pays. Le vaste fleuve devient une autoroute naturelle sur l'eau. Il s'agit de la plus grande voie fluviale du monde en termes de volume de fret. Les marchandises arrivées par les chemins de fer et les routes se rassemblent au bord du fleuve. Elles sont ensuite transportées vers le monde entier via des ports pivots. Aujourd'hui, les bateaux sont maîtres de la voie navigable en aval du fleuve Yangtze. Mais pendant des millions d'années, le fleuve a été le paradis des marsouins. Il ne reste qu'environ 400 marsouins d'eau douce comme ceux-ci dans le cours principal du fleuve Yangtze. C'est une espèce en voie de disparition. Dans le vieux bourg de Datong, un refuge de marsouins a été mis en place sur le cours d'eau entre le banc de sable et la rive. Ici, chaque marsouin bénéficie de 4 repas sur mesure par jour. Voici l'heure du thé de l'après-midi. Au bout de près de 20 ans de soins attentifs, 7 jeunes marsouins sont nés ici. Nous les rencontrerons peut-être un jour dans le grand fleuve Yangtze. À proprement dit, le Yangtze est le nom du cours inférieur du fleuve. L'alligator chinois, ou alligator du Yangtze, le plus petit crocodilien au monde, porte pourtant le nom du grand fleuve. Parfois, ces animaux anciens peuvent présenter un autre type de magnificence. Les après-midi ensoleillés, les alligators chinois s'exposent collectivement au soleil et occupent toute la plage. On les trouvait autrefois partout dans les lacs et marais des cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze. Mais ils furent à un moment au bord de l'extinction. Actuellement, 16 000 alligators chinois vivent dans ce centre de reproduction. Après des exercices d'ensauvagement, ils seront relâchés dans la réserve pour s'épanouir dans leur environnement naturel. Notre dernière escale nous amène au plus profond des montagnes. Escaladons un bloc géant de granit pour admirer un paysage éphémère. Ensuite, rendons-nous au lac Chaohu, l'un des 5 lacs les plus connus en Chine, et gagnons enfin le cœur de l'Anhui pour contempler les possibilités infinies créées par la technologie. Les régions du sud et du centre de l'Anhui sont parsemées de montagnes.
cette course cycliste de montagne, espérer un parcours facile n'est pas en option. Ce circuit, connu sous le nom de la route céleste Anhui-Zhejiang, ne fait que 31 km de long, mais compte 351 virages, à quoi s'ajoute un dénivelé de 915 mètres et des vapeurs d'eau qui s'installent souvent dans les montagnes. La destination est au bout de la brume. En allant de l'avant, chaque mètre passé est un sprint. Volons maintenant vers le nord-ouest, vers la partie centrale de l'Anhui. La montagne Tianzhu fait son apparition avec ses roches qui se tiennent côte à côte. Au-dessus du flanc, la température demeure autour de 0 degrés Celsius, ce qui fait que la glace et l'eau changent fréquemment de forme. L'eau fluide ne craint pas la dureté. Les gravillons en surface ont été les premiers à être emportés par l'eau au fil du temps. Celle-ci continue de polir les roches dont les angles et les bords sont devenus progressivement arrondis et lisses. Les roches enregistrent la nature, elles écrivent aussi l'histoire. Dans l'Antiquité, la montagne Tianzhu était appelée montagne Wan. Pendant l'époque des printemps et automnes, de 770 à 476 avant Jésus-Christ, elle gardait un ancien royaume appelé Wan. De nos jours, ce mot est devenu l'abréviation de la province de l'Anhui. Sur le deuxième plus haut sommet des monts Dabié, avec une température annuelle moyenne de 16,4 degrés Celsius, la neige est toujours fugace. À peine la montagne devenue blanche, des crevasses se forment. Des fontes des neiges et des glaces confluent pour former d'innombrables ruisseaux, torrents et ravins. L'eau se précipite hors de la vallée vers le nord dans le fleuve Yangtze et vers le sud dans la rivière Huaihe. Seulement, avant de rejoindre la rivière Huaihe, elle rencontre d'abord des collines qui ondulent à perte de vue. Autrefois, pendant les saisons de pluie, les inondations ravageaient les terrains bas. Pendant les saisons sèches, les champs en terrasse craquelaient en raison de la pénurie d'eau. Par conséquent, à partir des années 1950, la population du centre de l'Anhui a profité de la topographie naturelle pour guider les nombreux cours d'eau vers un endroit déterminé. À l'époque où le réservoir de Meishan est entré en service, ce barrage de 88 mètres de haut était le plus haut barrage à arches multiples au monde. Six grands réservoirs de cette taille, plus de 1200 réservoirs petits et moyens, 20 000 km de canaux principaux, 210 000 étangs et digues, ainsi que les rivières Pi, She et Rang, constituent ensemble un grand réseau d'irrigation qui s'étend entre le fleuve Yangtze et la rivière Huaihe. Cette terre autrefois stérile est désormais la plus grande zone irriguée construite après 1949.
Non loin d'ici, le lac Chaohu, l'un des 5 plus grands lacs d'eau douce de la Chine, connaît une autre évolution. En 2020, une interdiction décennale de pêche a pris effet. Le lac Chaohu est alors entré dans une longue période de vacances. Les pêcheurs ont dit adieu à leur vie d'avant. Dès lors, la course effrénée des milliers de bateaux a fait place à la nature et à l'avenir. Durant la nuit, alors que les bruits des voitures et de la foule faiblissent doucement, dans ces petits coins de la ville, la lecture permet à chacun d'échapper à l'angoisse et la perplexité de la vie moderne et de se plonger dans un univers autonome et serein. Les lumières de cette librairie restent allumées 24 heures sur 24. Elles accompagnent les habitants de cette ville qui, assis côte à côte sous les feux de la connaissance, donnent libre cours à leur imagination. Hefei, une ville entourée de montagnes célèbres, de grands fleuves, de champs agricoles et d'étangs de pisciculture, n'a jamais cessé d'imaginer son avenir. L'Université des sciences et technologies de Chine possède le premier laboratoire national du pays. Plusieurs générations de talents se sont rassemblées ici sous le flambeau de la science et de l'éducation, permettant de réaliser l'un après l'autre des avancées technologiques. En 2003, l'Académie chinoise des sciences a mis en place de nombreux instituts et projets de recherche sur cette péninsule, comme par exemple ce dispositif majeur surnommé le Petit Soleil artificiel, qui est capable de générer une température de 100 millions de degrés Celsius. C'est dans cette ville qui les embrasse qu'ont vu le jour le premier micro-ordinateur de la Chine, ainsi que le premier satellite d'expérimentation scientifique quantique du monde. D'innombrables premières chinoises et mondiales ont fait de la technologie une carte de visite unique de cette capitale provinciale. Lanhui, une province entre le sud et le nord. Hefei, son centre géographique, entouré de montagnes, de rivières et de différentes cultures. Sans entraver la tradition, les explorateurs de la nouvelle époque y jouissent d'une pleine liberté. Dans Lanhui, au-delà de la tranquillité de la campagne, on entend battre un cœur jeune et dynamique.